Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, soyez salués dans toutes vos positions respectives. Nous venons dans cette vidéoconférence intitulée FIFA, une révolution du football venue du Congo-Brazzaville, réagir suite à l'annonce du ministre des Sports qu'il a eu à faire face à la FECOFOOT. Dans cette vidéoconférence, nous allons statuer sur 3 points. Le premier point, c'est le passage de clubs au niveau de l'élite de 16 à 14 clubs. Le second point, nous allons donner notre avis sur le choix du sélectionneur national. Et enfin, le troisième point, nous allons parler un peu de la corruption au sein du football congolais. Ainsi donc, comme je viens de vous l'annoncer, nous avons suivi dernièrement le ministre des Sports évoquer le niveau du football congolais qui est devenu très faible et très bas. Et pour cela donc, il a interpellé les membres de la FECOFOOT, pour ne pas dire, il a donné des recommandations, ou bien une feuille de route à suivre pour le bien du football congolais. Alors, de son côté, la FECOFOOT, qui a la responsabilité et la charge de la réflexion technique au sein du football congolais, au lieu de se retrouver dans leur bureau de COMEX, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré organiser une réunion avec tous les clubs. Bon, je ne sais même pas ce que ça voulait dire. C'est vous qui avez la charge de regarder par rapport à l'interpellation du ministre. Quelles sont les approches de ce que vous allez apporter? Bon, vous appelez tous les clubs. Donc, ça revient comme à l'Assemblée nationale, où c'est par vote. Donc, ça veut dire que si les clubs disent non, nous allons rester seulement à 16 clubs. Ça veut dire que l'adresse du ministre n'a servi à rien. Voilà. Au moment où il y a des situations plus faciles que ça, à trouver des solutions. Au moment où ils pensent que non, il faut se tourner vers les clubs. Je ne sais pas s'ils le font pour des ambitions électorales. Parce que je ne vois pas en quoi la FECOFOOT pour une feuille de route que le ministre venait de tracer. Ils sont obligés de se tourner vers les clubs et voir quelle est la conduite à tenir. C'est comme si ça dépendait des clubs. Je pense que cette façon de faire n'est pas la bonne. Ça prouve encore une fois de plus que le COMEX sous l'égide de Mayola, c'est une catastrophe. Il ne maîtrise rien. Même là où c'est clair, c'est simple, il complique. Dites-moi, le COMEX de M. Mayolas, lorsque vous recevez des subventions de la FIFA, de la CAF et du gouvernement congolais, vous faites des réunions avec les clubs pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit faire pour utiliser cet argent. Vous partagez de l'argent, non? Maintenant qu'on vous donne une mission technique, donc le rôle qui vous convient, non, vous appelez tous les clubs. Voilà, alors que c'est vous que les clubs ont porté à la tête du COMEX pour que vous ayez la charge de la réflexion technique. Qu'à cela ne tienne, nous allons essayer d'apporter notre modeste contribution, comme d'habitude, pour le bien du football congolais. Ainsi donc, en ce qui concerne le passage du championnat de l'élite, donc du championnat national, de 16 à 14 clubs, nous allons essayer un peu d'apporter quelques éclaircissements. Ça sera en 3 points. Le premier point, il essaie de rappeler que la communication du ministre arrive au moment où tous les clubs venaient de
tenir leur assemblée générale. Ça veut dire qu'avec les recommandations de la FECOFOOT, tous les clubs se sont préparés, ils se sont affûtés, ils étaient donc sur la ligne de départ, ils ont investi. Donc, lorsque le ministre demande de passer de 16 à 14 clubs, ce serait vrai, oui, pour essayer de rond. Mais, je peux dire que l'interpellation du ministre, la FECOFOOT aurait pu dire que c'est un peu rétroactif. C'est-à-dire que c'est rétroactif parce que le club était déjà fait prêt. Bon, brutalement, demander à certains clubs, regardez par exemple les classements du dernier championnat, puisque déjà, je crois, le 16e et le 15e descendent de sitôt. Bon, le 14e, le 13e, ils sont maintenus. Maintenant, demander au 13e, au 14e de descendre pendant qu'ils sont prêts déjà, je pense que ça serait pénaliser le club. Ça serait une maladresse de la FECOFOOT qui n'est même pas là pour protéger le club, qui ne réfléchit même pas. La solution est toute simple. Pourquoi je pense que la feuille de route du ministre doit être considérée comme rétroactive parce que cette communication, le ministre a fait une projection. Le changement ne s'opère pas brutalement. Donc la FECOFOOT aurait pu dire, dans ses conclusions, ou bien dans sa réponse au ministre, comme actuellement tous les clubs sont fin prêts, ni le TT, je crois, leur assemblée ordinaire qu'ils auraient pu tenir, interdit par une ordonnance de la doyenne des juges d'instruction. Je pense qu'aujourd'hui, le championnat c'est déjà en train de se jouer. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire donc au ministre, nous avons compris, nous avons entendu, comme pour cette saison, tous les clubs se sont affûtés. Donc, la saison prochaine, que nous allons regarder en ce qui concerne les relégations. C'est-à-dire, comme ils sont à 16 clubs, le 15e et le 16e vont descendre, le 13e et le 14e vont jouer les barrages avec l'équipe qui vont sortir de la Ligue 2. Voilà comment on peut remédier à la situation. Pourquoi je le dis? Parce que le plus souvent, lors des dernières journées des championnats, on considère ça comme un final. C'est-à-dire que les dernières journées sont comme des finaux. Voilà, j'ai dit final parce que je sais que le mot va vous interpeller. On parle du final lorsque la fin d'une chose ne détermine pas le vainqueur. C'est là où on utilise le mot final au masculin. Donc on parle d'un final. La finale, c'est lorsque le vainqueur va gagner quelque chose. Mais le plus souvent, les 3 ou 4 dernières journées, déjà on connaît qui est champion, on connaît qui va se maintenir, on connaît qui va descendre. Donc souvent, les clubs lâchent prise. Parce que pour les clubs qui sont placés de la 10e à la 14e place, s'ils sont sûrs d'être maintenus, ça veut dire que les dernières journées, ils vont plus jouer à fond. Donc, ils vont plus dépenser pour les marabouts. Ils vont plus promettre des grosses primes aux joueurs. Donc, ils vont jouer comme étant relâchés. Parce qu'ils vont déjà se projeter sur la nouvelle saison. Parce qu'ils sont sûrs d'être maintenus. Voilà pourquoi je dis, pour ne pas pénaliser ce club-là, qui étant déjà sûrs d'être maintenus, n'ont pas joué à fond les derniers matchs parce qu'ils se sont dit que bon, je suis sûr d'être 14e, le 15e et le 16e ne pourront jamais me rattraper. Bon, aujourd'hui, ces clubs-là vont se sentir lésés. Et donc, voilà pourquoi il est mieux sérieux que pour ne pas que ces clubs-là se sentent lésés.
que cette mesure soit applicable la saison prochaine, où tous les clubs seront informés que le 15e et le 16e vont descendre automatiquement. Le 13e et le 14e vont jouer les barrages avec les clubs qui vont sortir de la division inférieure. Parce que les clubs ont déjà des budgets. Voilà pourquoi la FECOFOOT, dans leur incapacité de réfléchir, au lieu qu'ils prennent leur responsabilité, ils te disent, bon, nous on va les demander même. Ah bon? Lorsqu'il s'agit de réflexion technique, vous appelez les clubs. Et pour l'argent, vous ne les appelez jamais. Donc voilà, la FECOFOOT, voilà ce que vous aurez pu dire, bien vous allez dire auprès du ministre. Une loi ne peut pas être rétroactive, bien une communication peut être rétroactive. Pour essayer un peu d'étayer mon propos, je prends l'exemple en ce qui concerne la séance, la tenue des examens de la session de juin dernier. Le ministre de l'Enseignement et de l'alphabétisation avait parlé, je crois, du CEP jeune, enfin des examens jeunes, oui, et en plus de, je crois, de l'âge. Mais le ministre s'est confronté à une réalité sur le terrain. Parce que le ministre s'est rendu compte que lorsqu'il a pris cette décision, il risquait de pénaliser les élèves qui n'avaient pas cette information, ou bien les parents d'élèves qui n'avaient pas cette information. Voilà pourquoi, je crois, 2 ou 3 semaines avant la fin de clôture, nous avons suivi le secrétaire général de l'enseignement, donc M. Moquet, faire une communication au directeur des établissements pour leur dire que cette année, le ministre a fait une exception. Tous les candidats qui vont présenter le PPC, même s'ils n'ont pas le CP, comme ils sont déjà inscrits, ils vont le faire pour que les élèves ne soient pas pénalisés. C'est de cette manière-là que la FECOFOOT aurait pu dire au ministre, ou bien va dire au ministre, on ne doit pas pénaliser les clubs qui ne sont responsables de rien. Cette cacophonie, cette désordre, c'est la FECOFOOT. Et donc, je voulais dire, pour cette saison, comme tous les clubs sont déjà sur la ligne de départ, nous allons jouer. Et cette mesure va s'appliquer la saison prochaine. En regardant ce que je venais de dire, que le 15e et le 16e vont descendre, le 13e et le 14e vont jouer les barrages avec les clubs de la division inférieure. Ça, c'était la première proposition qui me semble appropriée et réaliste. Maintenant, si on veut bricoler, dans l'urgence, on peut regarder les clubs qui sont sortis la saison dernière, 13e et 14e, et pénaliser les 2 clubs qui viennent de la deuxième division, qui se disent qu'ils sont champions nationaux, jouer un tournoi, donc ils vont jouer 2 finales. Voilà, il y aura 2 matchs. C'est pas le premier va croiser le 14e, le deuxième de la deuxième division va croiser le 13e. Ça, c'est du bricolage. Parce que là, tout ça, comme je l'ai dit, les clubs ont déjà budgétisé leur saison. Mais ça me paraît quand même un peu irréaliste. Mais quand même, ça fait partie de proportions. S'il faut bricoler, bien sûr. Et la dernière hypothèse, je voulais dire la 3e, soit, vu l'urgence, vu que les clubs n'ont rien demandé, peut-être organiser donc des championnats par zone. On peut organiser 2 championnats par zone. La zone de Brazzaville avec le Nord, la zone de Pau-Nord avec la zone du Niari. Il a fait regarder comment est-ce qu'on pourra maintenant repartir avec un championnat 14 clubs la saison prochaine. Bon, bien sûr que cette 3e permettra à la FECOFOOT d'économiser un peu plus d'argent, puisque les clubs ne vont pas beaucoup voyager, il n'y aura pas beaucoup de dépenses, et peut-être on pourra permettre au football des jeunes de faire sa reprise. Voilà, si nous pensons que nous avons l'argent et que nous
Nous allons regarder du côté jeune, peut-être cela. Mais je crois qu'au risque de me le répéter, la première proposition reste la meilleure. C'est comme je viens de dire, les clubs ont tenu des assemblées générales, les clubs sont affûtés, les clubs ont fait des recrutements. Bon, à la ligne de départ, leur dire que bon, tel club, comme tu étais sorti 13e, 14e, vous descendez. Bon, ça me paraît quand même injuste. Donc voilà ce que je tenais à dire en ce qui concerne le passage de 14, non, le passage de 16 à 14 clubs. Je pense que le ministre, lorsqu'il a tracé sa feuille de route, il est conscient que le changement ne peut pas se faire brutalement. C'est comme je venais de dire, son interpellation ne peut pas être rétroactive. Parce que l'interpellation arrive au moment où les clubs sont déjà prêts, ils ont déjà investi, et donc c'est peut-être probable que c'est peut-être réalisable la saison prochaine. Nous allons donc évoquer donc le deuxième point de notre intervention. Le deuxième point, ça concerne l'équipe nationale des Diables qu'il faut mettre sur pied. Le ministre a été clair. Il faut surtout plus se statuer sur les joueurs locaux. Les joueurs locaux qui seront donc la base de cette équipe parce que on ne peut pas tout importer de l'étranger. Bien sûr que ce sont nos compatriotes. Mais la base doit d'abord être nationale. Il a été clair, non? Lorsque vous fusionnez dans tout le club, on ne trouve même pas un joueur qui a un niveau. Et donc, comme il a pensé qu'il faut un entraîneur local, qui a une licence UEFA ou bien une licence ACAF, bon, déjà, en ce qui concerne la licence ACAF, nul n'est seul à vous rappeler qu'on n'a que 2 entraîneurs, à savoir le capitaine emblématique, le coach Barthélemy Ngatsono, et le jeune Nani Telamio. Bon, ceux qui ont les licences UEFA, ça je ne sais pas. Mais s'il faut se baser sur ceux qui ont les licences ACAF, je pense que le choix n'est même pas difficile. Je ne maîtrise pas peut-être le contrat que le coach ancien Barthélemy Ngatsono avec le club de la RDC. Mais en ce qui concerne le coach Nani Telamio, pour ma part, je pense qu'il est libre. Le coach de l'Antélamio, il est libre, puisqu'il est arrivé dans l'OPAR parce qu'il avait la licence ACAF pour venir conduire le règne de l'AC Léopard au niveau africain. Dès le premier tour, ils ont été éliminés. Mais le coach qui est là-bas, le coach Hugo Onzona, mais le dernier exercice, c'est lui qui a été élu meilleur coach du Congo. Donc je ne vois pas en quoi Léopard sera obligé de garder 2 coachs. Donc, pour ma part, je pense que de ce côté, le ministère et la FECOFOOT n'auront pas du mal à porter leur choix sur le coach Nani Telamio. Il a fait ses preuves, il a une expérience. Il a entraîné à Wesso avec Otoyo, il a entraîné Inter, il venu entraîner Léopard. Et je pense qu'il est bien affûté pour occuper ce poste. Ça puisse nous considérer ça comme une transition. On ne sait jamais. Et peut-être qu'il peut confirmer. On en a vu, non? Au Sénégal, c'est un coach national qu'ils ont, non? Je crois au Maroc également. Il y a beaucoup de pays africains de coachs nationaux et qui font des merveilles. Donc je pense que de ce côté-là, comme je venais de le dire, je ne maîtrise pas ceux qui ont la licence UEFA. Mais sinon, si ce qui concerne la licence ACAF, en cas où le coach Ngatsono est libre. Vous prenez le coach Ngatsono, qui sera le coach principal, et le coach d'Antilabio, ils sont adjoints. Et les deux, je pense qu'ils connaissent bien le football national. Ils vont nous mettre dans une situation où ils vont nous relancer et pour qu'on aille de l'avant. Maintenant, comme je l'ai dit, si le coach Ngatsono est occupé, mais le coach d'Antilabio, je le répète, il est libre. Parce qu'il était venu dans l'OPA pour couvrir le coach Anzola qui n'a pas la licence ACAF. Et dès le premier tour, nous sommes éliminés. Donc je ne vois pas quelle est la raison qui fera qu'il soit là. Puisque le dernier exercice, c'est bien le coach qui a été le meilleur coach du Congo. Et donc, comme celui-là ne prend pas les 100 ACAF, au niveau national, ça pose un problème. Donc, il peut rester avec ce poulet de AC Léopard. Et le coach d'Antilabio récupère le règne de Diabouche.
Donc moi je pense que de ce côté-là, il n'y a aucune ambiguïté. Là-bas, l'équation, il n'y a pas trop d'inconnus. Ce n'est pas une équation à beaucoup d'inconnus. Donc la solution sera vite trouvée. Et donc, nous allons citer au troisième point, qui concerne donc la corruption. Comme a dit le ministre, nous avons suivi des vidéos, des audios qui ont circulé. Mais je pense que avec de la volonté, on peut régler ce problème-là tranquillement. Nous tous, tous les Congolais, je dis bien tout le peuple congolais, nous tous nous applaudissons. Le résultat est le fait. Quand il y a eu donc le travail de la DGSP, donc avec de la volonté, on peut faire des réalisations et résoudre les problèmes. Le problème de la corruption, l'essentiel c'est que le gouvernement avec l'Afrique-Foot regarde du côté asiatique. Ils vont signer des accords avec des sociétés privées là-bas qui viennent nous installer la VAR. Au Congo, il y a combien de stades? Il n'y en a que 4. Il y a le stade de Massamadeba, il y a le stade de Ouesso, il y a le stade de Port-Salam qui est de Dolisie, et le stade municipal de Pointe-Noire. Donc, installer les étoiles de surveillance avec la VAR, ça coûte quoi? Aujourd'hui, vous savez que le football, au niveau de la CAF, je parlais de Impact CAF, il y a beaucoup de milliards qui ont été déversés au niveau des fédérations. Si nous voulons être sérieux, c'est facile. Déjà, la preuve en est, le tribunal a pris ses responsabilités. Je crois que à ce niveau-là, il y aura déjà une prise de conscience. Parce que dès que on va t'attraper au flagrant délit, mais cette fois-ci, je pense que les gens prendront les malfaiteurs prendront les dispositions. Ils ne vont pas faire des audios. Donc, pour éviter les soupçons. Alors, s'il y a des accords avec les Asiatiques, nous ne sommes pas un pays pauvre. Donc, installons des écrans de surveillance. Donc, faisons appel à la VAR. C'est la VAR, il n'y a aucun problème. On va arrêter les arbitres et tous qui vont se faire tabasser parce qu'il a mal jugé, il a mal... Mais attendez, c'est comme je l'avais dit dernièrement. Aujourd'hui, les arbitres de touche en Europe, ils sont tranquilles. Parce que même s'ils se trompent, la VAR va rectifier. Mais aujourd'hui, nos juges de touche sont tous exposés. Parce qu'à l'instant T, à la seconde T, l'arbitre, l'œuvre humaine est fragile, est faillible. L'arbitre touche peut se tromper. Et à la fin, ils se font tabasser, ils se font menacer. Je pense que pour arrêter ça, avec de la volonté, j'ai pris l'exemple de la DGSP, qui nous a prouvé qu'avec de la volonté, tout peut revenir à la normale. Aujourd'hui, dans toutes les villes, les gens vont à leur récupération sans problème. Nous qui sommes à Pont-Noir, le marché qui était le marché le plus sensible au niveau de Pont-Noir, c'est le marché de Font-Tchétché. Aujourd'hui, au Font-Tchétché, tu peux même abandonner 10 000 francs là. Personne ne prendra ça. Vous pouvez faire les sondages. Parce qu'il y a eu effet DGSP et tout ça, c'est de la volonté. Donc moi, je pense que monsieur le ministre, avec de la volonté, même si au cours de cet exercice, on ne pourra pas peut-être, avec le temps, avoir la possibilité d'installer la VAR, on se fait trop petit là. Avec les pays européens, asiatiques et tout ça, on ne joue plus le même foot. Parce qu'ils ont la VAR. Nous, on n'a pas la VAR. Donc nous sommes encore comme si nous sommes à l'étape embryonnaire. Et c'est ça qui fait le décalage entre le monde international et nous. On se fait trop petit là. Je pense qu'avec de la volonté, si on installe la VAR, monsieur le ministre, tout va repartir. Et tout sera réglé. Voilà, je pense que je me suis fait comprendre. C'était donc le message du guide suprême, toujours dans la volonté de relancer le football congolais dans le vrai nord,
comme l'avait dit le capitaine général de Diablo, Thierry Foma, au Congo, il y a du canon. Et aujourd'hui, là, les jeunes rescapés, avec cet événement de la DGSP, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là? C'est juste relancer les activités. Ils vont être occupés, il faut une réinsertion. Parce que le football, c'est aussi une école éducative. Dans le football, le monde sportif, c'est le fair play. C'est le respect de l'adversaire. Dans l'heure de jeu, vous pouvez vous donner le coup de poing, mais dehors, vous serrez la main. Et donc, je pense que le peuple congolais sera derrière son ministre. Si aujourd'hui, le COMEX a compris que il faut maintenant répondre aux invitations du ministre, c'est ce qu'on voulait. Nous, on voulait cette convivialité-là. Mais je le répète, l'avenir, ce n'est pas avec le COMEX de l'égide, sous l'égide de M. Mayolas. Voilà. Comme je te le répétais, même si la répétition d'autres pédagogiques, ils ont eu la chance, par mes interventions, sur notre plateforme, je les ai fait rentrer à la FIFA avec son vice-président endetté. Et donc, oui, comme ils sont déjà là-bas, je pense que nous allons revenir sur les nouvelles bases. Pourquoi aujourd'hui la FECOFO est obligée de faire appel au club pour trouver des solutions pour une petite affaire technique comme ça? Mais c'est parce qu'ils ont créé des clubs fantômes. Selon la loi qu'ils ont dit que pour être membre, ce n'est pas du COMEX, il faut avoir été président de club. Voilà pourquoi tous se sont créés des clubs qui n'ont même pas de niveau. Les clubs de Diatolo. Des Diatolo sont des accompagnateurs, ils sont là juste sur le terrain. Voilà, c'est l'essentiel que j'ai un club. On est surpris, un tel a un club, un tel a un club. Et voilà, le constat du ministre, il est clair. Et donc, j'espère que la FECOFO reprendra en compte quelques conseils que je viens de leur donner. Je pense que le ministre suivra ma communication. Et donc, de notre côté, nous attendons les recommandations du ministre comme d'habitude. Comme j'avais dit, tous les présidents de fédération devraient être des conseils du ministre. Voilà. Aucun président de fédération ne sera plus encore au-dessus du ministre de sport. Le ministre de sport reste l'autorité suprême du sport. Pour ne pas dire du football en particulier. Merci à vous donc. C'était le guide suprême dans une communication sur le bien du football congolais. Et donc, à la prochaine. Merci à vous.